Le deuxième jour de notre voyage à Porto s'annonce encore sous de mauvais auspices météorologiques. Nous allons voir la chapelle des âmes, une chapelle du XVIIIe siècle dont l'extérieur est couverte d'azulèches. Ces azulèches représentent des scènes de la vie de Saint François d'Assise. Il y en a d'autres qui représentent des scènes de la vie de Sainte Catherine. L'intérieur est petit, mais lumineux. C'est le triomphe du baroque. On dirait que le Christ est au sommet d'une pièce montée. Ici, on peut prier pour les âmes du purgatoire. La chapelle des âmes donne sur la rue Sainte-Catherine. Sur le flanc sud de la chapelle, la décoration des azulèches est spectaculaire. Une éclaircie, empruntons la Rua Santa Catarina, la grande artère commerçante de Porto. Les pavés blancs et noirs caractéristiques de Porto. Le royaume du shopping. C'est dans cette rue que se trouve le fameux café Majestic que nous verrons tout à l'heure.
Formosa que voici on trouve de bons chocolatiers. On aperçoit la tour de l'hôtel de ville de Porto. Roi de Antonio Pedro. Maison de nouveautés, Casa de Novidades. Grand hôtel de Porto. On remarque ici des éléments d'art nouveau. Voici le fameux Majestic Café. On ne peut pas trop voir l'intérieur, il y a du monde et c'est filtré. Le cabinet médical est ultra moderne. Un fort bel immeuble à cet angle. Joli pilastre. Le cinéma là-bas en art déco. J'ai oublié de dire que ce quartier, qui est le centre commerçant de Porto, est la Baixa. La rue Sainte-Catherine débouche sur la place de la Bataille, dominée donc par l'église Saint-Ildefonse. Place de la Bataille. L'église Saint-Ildefonse est encore un exemple de ces églises baroques construites par l'architecte italien Niccolo Nasoni. La structure est en granit, la région est très riche en granit. Si l'on se place sur le côté droit du parvis de Saint-Ildefonse, on a une belle vue sur la tour des Clercs, qui est l'un des symboles de Porto avec le pont Louis Ier. Cette église mériterait un peu d'entretien. Payant pour rentrer dans l'église. Comme c'est une église un peu secondaire, nous renonçons. Allons voir plutôt l'église des Clercs et son fameux clocher.
À proximité se trouve le Théâtre National Saint-Jean. Le Théâtre National Saint-Jean est dans l'esprit de l'Opéra Garnier à Paris. Immeuble Art déco à côté. On repasse de ce côté et on se dirige vers la gare San Benito puis la Tour. Rue du 31 janvier. Même si Porto a fait l'objet d'une réhabilitation ces dernières décennies, bien des façades ont besoin encore d'être rénovées. Certaines devantures sont désuètes, ce qui ajoute à leur charme. Nous sommes à la gare de San Benito, souvenez-vous, dans mon film Porto jour 1, avec les azulaires de la salle des pas perdus. Là-bas, l'église des Clercs, avec la tour du même nom. La gare San Benito et la cathédrale de Porto. On repasse devant l'église Saint-Antoine des Congrégations. La place de la Liberté est malheureusement en travaux. L'avenue d'Aliados où nous sommes est considérée un peu comme les Champs-Élysées de Porto.
L'ancien Grand Café Impérial est devenu une enseigne de fast-food. Cet énorme chantier est celui de la 7e ligne de métro de Porto, en construction en 2022. Vue sur l'hôtel de ville de Porto. Les immeubles de ces Champs-Élysées portuants sont magnifiques. Au bout de l'avenue, la place Humberto Delgado avec l'hôtel de ville. Ja, precies. Ja, ik weet ook niet weer hoe dat precies. Une visite un peu gâchée par les travaux. Dans la Banque du Portugal, construite entre 1917 et 1934, on peut voir des marbres polychromes et également un patio surmonté d'une grande verrière. Il est malheureusement interdit de photographier ou de filmer le bel intérieur de la Banque du Portugal. Et c'est très dommage. Au milieu des impasses et des sens interdits, on arrive toujours à trouver un chemin pour aller à la tour. Certaines parties de la Baixa sont un peu en décrépitude. Les azulèches ne sont pas tous bleus. Nous sommes à proximité de l'église. L'heureuse surprise, c'est qu'il devait pleuvoir toute la journée et que finalement nous avons des éclaircies. Nous allons peut-être avoir un très beau panorama au sommet de la tour d'éclair. Nous nous sentons bien à Porto et nous avons le cœur joyeux en pensant à tout ce que nous avons encore à découvrir, en particulier tous les jardins. Cette rue est plantée de ginkgo biloba. Voici l'église d'Éclair. Le quartier paraît extrêmement agréable. D'une hauteur de 75,60 m, la tour d'éclair est encore une réalisation baroque de Niccolò Nasoni, qui est d'ailleurs enterré dans cette église. Cette tour est très italianisante.
Belle vue au loin sur l'église Saint-Ildefonse et sur la façade de l'église Saint-Antoine des Congrégations. Belle façade portuane. L'ampleur des travaux, place de la Liberté. L'église des Clercs, baroque de style rocaille, a été construite par Niccolò Nasoni entre 1735 et 1748. Le bâtiment à côté de l'église des Clercs n'est pas vraiment dans le même style. C'est par le flanc nord que l'on pénètre dans l'église. La structure de l'église est elliptique. Montons à la tribune. Pour cela, il faut monter dans la tour.
Dans cette pièce, une présentation historique en portugais et en anglais sur la construction de l'église et de la tour des clercs. Nous sommes à la tribune, au-dessus du chœur. À présent, il y a 244 marches qui nous attendent jusqu'au sommet, mais on découvre alors l'un des plus beaux panoramas de Porto. Un petit étage montrant des chasubles. Courage. Ai, amor, o que aconteceu? Voilà, c'est véritablement ici que ça commence. Et non, avant, il y a encore une collection de Christ. On dirait qu'il fait de la gymnastique. Impossible de passer ici sans voir des panneaux pédagogiques sur le grand architecte baroque du XVIIIe siècle dans le nord du Portugal. Cependant, sur l'ensemble des petits panneaux représentés, on ne voit pas son portrait. Ici, pour rappeler que Niccolò Nasoni a été formé en Italie à l'école de Sienne, en Toscane. Pietà. Après une montée très pénible, avec 244 marches, un couloir très étroit et un genou arthrosique, voici le panorama de la tour des clercs. L'hôtel de ville de Porto.
l'église des Carmes à droite, l'église des Carmélites à gauche. Pavillon Rosa Motta du jardin du Palais de Cristal. La cathédrale. La gare San Benito. L'église des Clercs à laquelle la tour est associée. L'église Saint-Ildefonse. Le palais épiscopal. Dans un guide, il est dit qu'il faut faire attention avec les enfants, car ils peuvent très bien basculer dans le vide. Église de l'Appât. Le quartier de Boa Vista, quartier des affaires. Palais de justice. Les deux symboles de Porto, la tour des Clercs et le pont Louis Ier, ne se voient pas. Ils sont cachés l'un à l'autre par la cathédrale. Voici pour la visite donc de l'église et de la tour des Clercs. Nous descendons la rue des Clercs. À présent, nous déambulons sans but et c'est le meilleur moyen de découvrir Porto.
Sans avoir fait de neuvaine à la cathédrale de Porto, le temps qui devait être pluvieux à 100% toute la journée, finalement ça aurait été moitié-moitié. Gris le matin, sans même trop de pluie, et cet après-midi des éclaircies. Je vous rappelle quand même que j'ai une combine, une double combine. Je suis ami avec Sainte Thérèse de Lisieux et aussi avec Sainte Rita, patronne des causes désespérées. Cet endroit, quelque part, me fait penser un peu au Vieux Lyon. C'est le chemin portugais de la côte. Si ça descend, c'est que ça va vers le Douro. Voici la rue des Fleurs, l'une des rues les plus charmantes du vieux Porto. Empruntons-la par ici pour rejoindre le fleuve. Une belle confiserie. La rue piétonne est bordée de nombreux commerces traditionnels. Les Portugais sont grands amateurs de football. Bon, hier, le FC Porto s'est ramassé une dégelée 4-0 face à Bruges, mais vaut mieux que je n'en parle pas. Il y a pas mal de mendicité à Porto, notamment dans cette rue. Une mendicité assez agressive. Les détails architecturaux foisonnent, qu'ils soient anciens ou modernes. Le bloc 26, 28, 30 de la rue des Fleurs constitue une librairie ancienne. Cet endroit est l'entrée du musée de l'église de la Miséricorde. L'église en question.
longeons le marché Ferreira Borges. Nous nous retrouvons sur la place de l'Infant Henri le Navigateur. Que voici. De ce côté, le palais de la Bourse, qui compte des pièces, des salles magnifiques, dont le salon arabe, le plus beau de tous. L'Infant Henri le Navigateur était le fils de Jean Ier de Portugal et de son épouse Philippa de Lancastre. Il est né en 1394. Et si l'on dit le navigateur, en fait, il n'a navigué qu'une seule fois, paraît-il. Il en a toutefois profité pour lancer le mouvement des grandes découvertes. Son obsession, c'était de rallier le Portugal à l'Inde, en contournant le continent africain. Attention, je n'ai pas dit que c'est lui qui avait réalisé cela, mais néanmoins, il a initié ce mouvement des grands voyages, des grandes découvertes. Les Magellans, les Vasco de Gama, les Vasco de Gama, les Christophe Colomb, etc., etc. Juste à côté du palais de la Bourse se trouve l'église Saint-François, qui paraît anodine, donc en apparence, mais à l'intérieur c'est une profusion d'or. C'est la plus belle église de Porto. Le Douro. Nous passons devant la fameuse maison de l'Infant où Henri le Navigateur serait né, donc en 1394. Nous attendons que le beau temps revienne un autre jour pour faire une croisière sur le Douro. L'arrivée sur le quai de la Ribeira. Vila Nova de Gaia. Place de la Ribeira, que vous avez vu ou verrez dans mes films nocturnes. Le téléphérique de Vila Nova de Gaia. Le jardin de la colline avec ses palmiers. Belle vue sur Porto depuis le belvédère de l'ancien couvent. Voici l'un des hauts lieux de Porto, le quai de la Ribeira. L'une des lignes de métro de Porto, ligne D, la seule qui franchit le Douro.
Le tablier inférieur fait passer des piétons et normalement également des voitures, mais en ce moment il y a des travaux. Et voici pour cette seconde journée, un peu tristounette au point de vue du temps, passé à Porto. Rendez-vous pour une troisième journée qui promet d'être mitigée, mais les 3 dernières, d'après la météo, devraient être vraiment ensoleillées.